La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier. Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Inside qui met en avant les nombreuses actions posées par l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous Cheikh Talib Silla, ministre guinéen en charge de l'énergie et de l'hydraulique. Monsieur le ministre, bienvenue. Merci. D'entrée de jeu, dites-nous comment se porte aujourd'hui le ministère de l'énergie et de l'hydraulique au vu de son importance dans la structure gouvernementale. Le ministère de l'énergie et de l'hydraulique est un ministère sectoriel qui a en charge la politique du gouvernement en matière d'électricité et de l'eau. Donc ce ministère aujourd'hui se déploie pour pouvoir répondre aux attentes de nos populations, aux attentes de l'industrie guinéenne, aux attentes de l'économie de notre pays. Monsieur le ministre, vous êtes à la tête d'un département stratégique dont le rôle est aussi capital pour nos populations que pour notre économie. Quels sont aujourd'hui nos meilleurs atouts dans le secteur de l'énergie et de l'hydraulique? La Guinée est dotée d'un potentiel hydroélectrique immense. Notre pays recèle de nos jours 23 bassins fluviaux. 14 sont transfrontaliers. Il y en a qui portent les noms des autres pays. Si vous prenez le fleuve Sénégal est composé du Bafing et du Bakoye. Son potentiel hydroélectrique en territoire guinéen, il y a Koukutamba, Balassa et Bouréa, à Tougué. Il y a aussi le fleuve qu'on appelle le fleuve Gambie. Donc, deuxième fleuve important, qui fait aussi objet d'organismes de bassin qui s'appelle Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Là aussi, il y a un haut commissariat qui existe comme à l'OMVS et qui a un projet aujourd'hui que nous appelons le projet énergie du haut commissariat. 4 pays font partie. Il y a la République de Guinée, la République de Guinée-Bissau, la République de Gambie et la République du Sénégal. Le projet énergie là va couvrir une très grande partie de la Guinée. Ça va faire l'objet de la construction du barrage de Sambangalo dont vous avez entendu parler, qui fait 128 MW et une ligne d'interconnexion sur le territoire guinéen qui fera 575 km sur les 1660 km à construire, donc entre la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. Cette ligne-là d'interconnexion s'appelle la boucle de l'EMVG. L'intérêt de cette ligne d'interconnexion, c'est de pouvoir non seulement électrifier les villes traversées par la ligne et surtout 10 km de l'axe de la ligne d'interconnexion de chaque côté, que ce soit à gauche ou à droite, 10 km, toutes les sous-préfectures qui y seront et les villages seront également électrifiés. Ça, c'est une initiative personnelle du président de la République qui nous a dit qu'il faut prendre en compte dans le projet. Un autre organisme de bassin, l'ABN, l'autorité du bassin du Niger. Le fleuve Niger est l'un des fleuves les plus importants
de notre pays, voire même de la sous-région de la CEDEAO, car ce fleuve-là couvre 9 pays. Et il est merveilleux, il est incroyable, il est même mystique. Là aussi, 2 pays portent le nom de ce grand fleuve qui vient de notre pays. Il y a le Niger et le Nigeria. Donc 1660 cours d'eau à travers notre pays, 23 bassins fluviaux. Je vous ai cité tout simplement les grands. Mais je vais rajouter, il y a le Mano Riva, qui fait l'objet d'une organisation interétatique qui est en train d'évoluer aussi dans le cadre de la réalisation des projets structurants pour couvrir la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et le Libéria. En matière d'eau, donc, nous sommes fiers en tant que Guinéens pour dire que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique occidentale. Mais je souhaite que toutes les populations, toutes les couches comprennent qu'il faut préserver ce bijou-là que la nature nous a offert. Monsieur le ministre, depuis près d'un mois, le nom Sabou est sur toutes les lèvres en Guinée. En votre qualité de premier responsable de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière énergétique, pourquoi avoir opté pour l'installation des compteurs Sabou dans les ménages? Le compteur Sabou, c'est un compteur intelligent qui permet d'être programmé. Il va être programmé en prépaiement comme en post-paiement. Ça dépend de la volonté du client. Alors ce compteur-là, il y a des serveurs qui reçoivent toutes les informations à partir de ces compteurs. Ils ont été posés, si vous avez remarqué, en haut des poteaux et pour être raccordés. Et dans son raccordement, vous aurez un écran où le consommateur lui-même peut dire la quantité d'énergie qu'il a consommée dans une journée, dans 2 jours, dans le mois. En connaissant le tarif du post-paiement, je veux dire, il pourra connaître la quantité d'énergie consommée et le coût à payer. Quand vous achetez une carte de 10 000 francs, c'est vous qui gérez votre carte de 10 000 francs. Ce n'est pas comme la téléphonie mobile. Vous avez acheté, vous consommez en fonction de vos équipements. Donc vous gérez, vous facturez, vous consommez, vous facturez vous-même. Les relevés des compteurs là, c'est un véhicule qui passera maintenant. En passant seulement, il y a le compteur dans la rue, il capte ces informations, transfère directement au niveau du serveur qui procédera au traitement de ces informations pour sortir la facture de poste payé au client. Monsieur le ministre, je vous invite à présent à suivre cette immersion qui nous a conduit au cœur des centrales thermiques de Kaloum. La production hydraulique se réduit à partir du mois de décembre. Nous sommes dans une phase de début d'étiage et la production thermique aujourd'hui atteint 50%. Au fur et à mesure qu'on va rentrer dans l'étiage sévère, les stations thermiques, les centrales thermiques vont prendre complètement le relais par rapport au... Voilà, donc normalement à partir de... Déjà, maintenant on est à 50-50. Avant, généralement la phase de répartition, donc on est à 50-50. À partir de janvier jusqu'à juin, mai-juin, on est plutôt 60% thermique, 40% hydraulique. Dès qu'on rentre en juillet, août, là c'est la partie hivernage. Et là la production hydraulique prend le relais et devient 80-90%. Et c'est le thermique ne représente qu'entre 10 et 20%. Là c'est l'armoire de commande des groupes. Donc générateur 1, B, C, A, B, C, puis là C. Donc c'est les arrivées, puis la synchronisation, les armoires de synchronisation, couplage et répartition de charges. Alors là, vous produisez moins que ça parce qu'il y a l'hydraulique qui est encore à un bon niveau, je comprends.
Mais le disponible, la capacité disponible ici, c'est 26 MW. Mis sur le réseau à partir du 15 décembre prévu. Donc actuellement, nous avons 22 MW produits par Kaloum 5. Zone de Kaloum 3 et Kaloum 1 et 2 et limiter aussi la zone de EDG pour partager l'ensemble d'espace. Ça, c'est tout déjà la réalité. Soit des auxiliaires comme ça. Bonjour. Voilà, on est aujourd'hui à peu près dans le plan de production à 296, près de 300 MW en termes de entre le thermique et l'hydraulique. À la pointe ou bien à la pointe. À la pointe. Et il faut s'attendre à une pointe qui va être de l'ordre de 320, 330. Aujourd'hui, 320 déjà enregistrés. 320, ça monte. 320, ça monte assez rapidement. On arrive dans la saison sèche où les gens ont besoin de beaucoup plus d'énergie, se rafraîchir le climatiseur et tout ce qu'il y a. Et donc normalement, d'ici la mi-décembre, on devrait avoir le troisième groupe en vert. Le troisième groupe qui avait le problème sur l'alternateur. C'était des choses comme ça. Oui, bonjour, Diallo. Comment ça va? La partie supérieure, en fin de compte, donc, les culasses avec les soupapes, où on a l'admission d'air et l'admission de combustible. D'accord? Donc ça, c'est prêt à être monté. Donc on a tout prêt pour 2 moteurs. Voilà. Donc là... Vous serez prêt plus ou moins quand, M. Michel? La mise en service serait prévue quand? Alors, on sera prêt, en fin de compte, je pense, fin du mois. Début janvier, en fin de compte, donc au fuel léger. Il faut que vous en discutiez techniquement avec l'EDG pour voir cette possibilité. C'est vrai que nous sommes pressés d'avoir cette énergie-là pour compenser les pertes possibles, pour équilibrer la desserte pendant l'étiage. Hein? En fonction de ce chronogramme-là, le plan de production va changer. Hein? Mais si on ne sait pas exactement comment les choses vont se dérouler, ça ne pourra pas aller. Effectivement, puisque dans notre plan de production, on avait prévu que Kaloum 3 serait intégré dans le réseau au moins dans le groupe au mois de décembre. Donc là, on doit changer le plan de production. Ça va provoquer des modifications et des perturbations dans la desserte liées à ce retard qu'on avait prévu dès décembre. En fait. Après, nous avons discuté avec le promoteur et les exploitants de la centrale. Ce sont 4 groupes de 11 MW en cours de réhabilitation. Normalement, donc, le premier groupe serait prêt à être mis en service à partir de janvier 2018 et donc les autres suivront en février-mars, si bien qu'on aura entre février et mars une puissance disponible à Kaloum 3 de l'ordre de 44 MW qui complétera ainsi notre dispositif pour la phase d'étiage 2017-2018. Monsieur le ministre, cap à présent sur la rubrique Ma Voix compte, l'espace dédié aux citoyens et aux internautes pour vous poser certaines de leurs préoccupations. Notre équipe est allée à la rencontre de Monsieur Salim qui vous pose cette question. Bonjour Monsieur le ministre. Le problème d'eau en Guinée, nous par exemple le quartier auquel on se trouve, il n'y a pas de l'eau, se fait rare. Il faut se lever à 4 h du matin, voire même à 3 h pour puiser de l'eau. Pourquoi dans un tel pays, tel que la Guinée, où on dit que la Guinée est le château d'Afrique de l'Ouest? Pourquoi ça, Monsieur le ministre? Merci. Si vous prenez la question posée par ce citoyen-là, ils reçoivent l'eau à partir de 4 h du matin, parce que tout simplement la quantité d'eau qui se trouve là ne peut pas suffire à tout le monde. Ce transit donc d'eau ne vient plus dans les réservoirs, c'est consommé en route. Parce que le système techniquement d'alimentation en eau potable, le système à Conakry, c'est un système gravitaire. L'eau vient gravitairement sans système de pompage, transite par les réservoirs. Au moment où les consommateurs ne consomment plus, ceux-là qui ont de l'eau tout le temps ne consomment plus, il faut que l'eau la parte ailleurs.
mais ça ne peut pas revenir dans les réservoirs parce que c'est en ce moment que ça sort dans les robinets de celui qui parle de 4 heures du matin. Il y en a c'est 2 heures du matin, il y en a c'est 5 heures du matin. Donc c'est l'irrégularité dans la distribution de l'eau, dans la production d'eau, c'est ça qui crée ce problème qu'il vient de souligner. Mais je veux le rassurer que l'année 2018 sera déclarée par le président de la République année de l'eau potable, non seulement pour Conakry, mais les autres villes, à l'image de ce qu'il a fait dans l'énergie. Monsieur le ministre, nous partons sur la page Facebook du gouvernement guinéen où Akimba vous pose cette question. Bonjour Monsieur le ministre, je voudrais savoir pourquoi la Guinée n'a toujours pas songé à développer son potentiel d'énergie solaire par la construction de parcs solaires à travers le pays, comme l'ont fait des pays comme le Sénégal ou le Burkina Faso. La question là vient du fait qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information. Et la Guinée a été l'un des premiers pays à s'engager dans le développement des énergies nouvelles. L'hydroélectricité, c'est une énergie renouvelable. Le solaire, l'éolien, c'est une énergie propre, renouvelable. Alors, pour preuve, aujourd'hui, il y a l'initiative africaine des énergies renouvelables. Le président, le coordinateur de cette initiative, c'est notre président. Le calcul de l'irradiation moyenne mensuelle en Haute-Guinée, par exemple, où c'est plus propice, c'est 5,8 kWh par mètre carré et par jour. Ainsi de suite, la zone la moins favorable, c'est la Guinée forestière, compte tenu du climat que nous connaissons. Aujourd'hui, je peux vous dire que concrètement, nous avons déjà signé des contrats avec des sociétés qui vont réaliser, surtout à Dabola, Kankan, Kouroussa et Sigri, Mandiana, qui sont des zones très propices pour les champs solaires, afin d'alimenter d'une façon temporairement isolée ces différentes villes. Mais soyez rassurés que nous sommes au combat pour réaliser cet autre type d'énergie propre. Monsieur le ministre, vous avez procédé la semaine dernière au lancement des travaux de sensibilisation pour la facilitation de la mise en œuvre du projet énergie de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie. Où en êtes-vous avec la matérialisation de ce projet dont le démarrage est prévu pour 2018 avec un délai contractuel de 18 mois? Le démarrage a été effectif depuis le 4 février 2017. C'est le président de la République avec les représentants de ses pairs à Caleta qui ont procédé au lancement des travaux. Et pour faciliter la réalisation du projet, je vous ai dit que la plus grande partie de la ligne passe à travers notre pays. C'est pourquoi, avec l'OMVG, on a pensé qu'il était nécessaire de faire venir les administrateurs territoriaux et tous les acteurs qui seront impliqués dans la gestion de ce projet afin de faciliter la tâche aux différentes sociétés, aux différentes entreprises qui ont eu les différents lots sur le territoire guinéen. Et sensibiliser ces entreprises aussi, de tenir compte du contenu local. L'entreprise principale va exécuter les travaux principaux. Mais les électrifications rurales dont je vous ai parlé, avec la construction des lignes moyenne tension, nous avons des entreprises guinéennes qui sont capables de le faire et qui seront là pour pouvoir embaucher, utiliser les jeunes aujourd'hui qui sont à la recherche du premier emploi ou bien qui sont tout simplement à la recherche d'un emploi pour donner la facilité aux Guinéens aussi de pouvoir trouver de l'emploi. Monsieur le ministre, au mois d'octobre, vous avez pris part aux travaux de validation de l'étude de faisabilité du 4e projet eau de Conakry à partir de Badibaki dans la sous-préfecture de Falesade dans Dubreka. Dites-nous quel sera l'impact de ce projet sur la vie des populations guinéennes. Aujourd'hui, le président de la République a initié la vision 2040 de la ville de Conakry. Vous avez tous vu, Kaloum, comment ça va être d'ici là. Alors, il faudrait que le ministère de l'Énergie
et de l'hydraulique puissent s'intégrer dans ce projet-là. Parce que ce que nous avons vu avec ces bâtiments, il faut calculer la pression au sol et la pression de service pour que celui qui se trouve au 10e étage ou bien 30e étage là-bas ouvre son robinet et qu'il ait de l'eau avec la quantité requise et la pression d'eau qu'il faut. Dans le cadre du projet Caleta, nous avons construit l'un des ponts les plus grands de la Guinée, 210 mètres de longueur, pour pouvoir facilement traverser ce fleuve-là. Alors, nous avons fait des études depuis très longtemps, en 2008-2009, et les informations hydrométriques reçues, ça fait 900 litres d'eau par seconde. 900 litres d'eau par seconde, c'est pour pouvoir alimenter Conakry et ses environs pendant plus de 100 ans. Alors, nous serons conformes donc à la vision du président de la République de 2040. Le projet, ce n'est pas seulement l'eau. On va faire la route d'accès. Et le président nous a dit de construire le pôle de Badi. Nous allons construire dans le cadre de ce projet-là un pont définitif pour pouvoir faciliter la circulation vers la sous-préfecture de Fallé-Sadé, drainer donc les produits agricoles de Fallé-Sadé vers Conakry. Et encore, nous allons construire une ligne qui va, sur 30 km, alimenter toutes les fermes avicoles qui se trouvent dans la zone, mais tous les villages, et voire même une autre installation qui existe là-bas. Voilà la consistance du 4e projet eau. C'est un projet qui va permettre à la ville de Conakry d'avoir 150 000 mètres cubes d'eau. De 2018 à 2020, on va réaliser le 4e projet eau pour donner de l'eau aux populations de Conakry. Monsieur le ministre, votre mot de la fin. Et je veux m'adresser aux populations de Guinée. L'activité que nous menons, le ministère de l'énergie et de l'hydraulique, touche directement les populations de Guinée. Nous travaillons pour les populations de Guinée, mais nous travaillons aussi pour les industriels qui ont besoin de l'énergie, qui ont besoin de l'eau. Les usines, l'agro-industrie, pour les transformations de nos matières premières, avec Swapiti qui est en construction pour 450 MW. Le couple Swapiti-Caleta va donner 690 MW. Toutes les zones minières là, en tout cas dans le nord-ouest de la Guinée, je veux parler du Kakandé, je veux parler de Sombori Fria et autres, seront alimentées en énergie. Mais on ne peut pas faire ça avec une baguette magique. L'ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir donner de l'électricité à toutes ces populations, donner de l'eau potable dans nos zones rurales aussi. Ils en ont besoin, ils ont besoin d'eau et d'électricité. Ce que nous avons réalisé à travers les initiatives du président de la République en ces 7 ans-là, c'est du jamais vu, ça n'a jamais été fait dans notre pays. Ce n'est pas parce que je suis ministre de l'énergie et de l'hydraulique que je veux me féliciter moi-même. Non. Les réalisations sont concrètes. C'est visible. J'ai dit au départ que c'est les populations qui sont touchées. Ils le savent. Donc pour nous encourager davantage à aller de l'avant, il faut qu'il y ait un soutien, le soutien de la population. Rien d'autre que ça. Nous demandons à toutes les couches sociales de notre pays pour nous permettre d'avoir de l'eau potable et de l'énergie, d'accepter de faire un répit. Merci à vous, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Inside qui a reçu pour vous Cheikh Talibou Sylla, ministre guinéen en charge de l'énergie et de l'hydraulique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de cette émission. La construction des dodanes doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier.
Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier.